Bien. De quoi, mesdames, messieurs, chers amis, l'Union européenne est-elle le nom? Doublement d'une technostructure, d'une technocrature non démocratique, tant le véritable pouvoir y est exercé hors de tout mandat démocratiquement confié, et d'un espace de libre-échange ouvert aux quatre vents de la mondialisation dans ce qu'elle a de plus sauvage, via notamment ces traités de libre-échange qu'elle déploie tant de zèle à conclure au titre de ses dogmes et au plus grand détriment des nations et des peuples. L'Union européenne est allemande, elle s'est monétairement constituée par arrimage du franc français au Deutschmark, outre sa soumission constitutive aux États-Unis, et ce dès l'origine, États-Unis dont elle est au fond la vassale. L'Union européenne nous plombe, nous contraint à subir des politiques le plus souvent totalement contraires à nos intérêts nationaux, après nous avoir dépossédés d'une large part de notre pouvoir souverain d'en décider nous-mêmes. Elle organise et provoque notre relégation parmi les nations et nous tue à petit feu. De sorte que nous en libérer par le Frexit constitue une nécessité et une urgence vitale. Pour autant, ceux, y compris en France, qui lui trouvent envers et contre tout des bienfaits, parce qu'elle répond à leurs propres dogmes et bien sûr à leurs intérêts de classe, ils appartiennent, il est vrai, à cette oligarchie euromondialiste qui a résolument tourné le dos à la France, ou ceux, et je les renvoie dos à dos avec les précédents, qui, ayant renoncé à la perspective pourtant aussi nécessaire que salutaire du Frexit, voudraient nous faire croire qu'après tout, il serait possible de changer l'Union européenne de l'intérieur, tout cela s'emploie à présenter la sortie de l'Union européenne comme c'est selon, a priori exclu, inenvisageable, irresponsable, portant les promesses les pires et des pires catastrophes. Y renoncer, c'est pourtant évidemment faire fi des intérêts de la France, consentir à sa relégation et à son effacement programmé, mais aussi dramatiquement manquer de courage et de volonté politique et de hauteur de vue historique. Rapporté au temps long, à l'histoire, l'aventure européiste n'aura duré que le temps d'un entracte, d'une parenthèse. Eh bien, il est grand temps de refermer cette parenthèse. La présente table ronde, que j'ai le plaisir d'animer et à laquelle je participe également avec enthousiasme, a pour objet de montrer que notre sortie de l'Union européenne, le Frexit, constitue non seulement une nécessité et une urgence, mais aussi une perspective des plus grands bienfaits. De sorte qu'en effet, cette sortie non seulement n'est pas à craindre, mais doit susciter une adhésion croissante et sans réserve, accompagnée de l'enthousiasme vivifiant qu'on ressent lorsque souffle le vent de la liberté. Nous allons donc avoir le plaisir d'entendre Anne-Marie Coustou, qui est notre référente départementale du Lot et par ailleurs référente nationale à l'agriculture. Bonjour. Pierre-Yves Rougeron, que chacun connaît bien ici, le président du Cercle Aristote. À noter que Pierre-Yves nous quittera à peu près au milieu de cette table ronde pour rejoindre celle qui se tient dans l'autre salle consacrée à la sortie de l'euro et qu'il sera remplacé par M. Tom Benoît, que je vous demande d'applaudir également, même en son absence. Tom Benoît est essayiste et il est rédacteur en chef par ailleurs de Géostratégie, j'ai oublié le nom, Géostratégie Magazine, voilà. Et enfin moi-même, donc, que certains d'entre vous connaissent, qui suis membre du comité exécutif des Patriotes, directeur du pôle d'expertise du mouvement et de la revue Défis souverainistes par ailleurs.
Cette table ronde consacrée à la sortie de l'Union européenne, donc, ah, excuse-moi, je suis absolument désolé. Ça, c'est parce que Tom Benoît, initialement, il n'était pas prévu qu'il relaie Pierre-Yves, donc autant pour moi. Et puis, donc, Laurent Herblay, qui tient... Voilà, 1000 excuses. Qui tient depuis 2007 le blog Gaulliste Libre. Laurent fut par ailleurs en charge du programme de Nicolas Dupont-Aignan pour la présidentielle de 2012 et il est l'auteur du livre Oligarchisme et déconstruction de la démocratie. Et mérite d'être applaudi 2 fois de ce fait. Donc je disais que cette table ronde consacrée à la sortie de l'Union européenne s'organisera selon 6 axes thématiques. On va essayer de tenir les délais. Dans un premier temps, Pierre-Yves tâchera de répondra à la question des modalités de la sortie, des modalités conduisant au Frexit. Laurent, ensuite, répondra à la question quelle transition vers la souveraineté retrouvée. Je traiterai ensuite, pour ma part, la question de savoir si cette sortie de l'Union européenne signifie isolement, signifie un accroissement des conflits, ou au contraire rime avec ouverture sur le monde et pourrait être une condition de paix. En 4e lieu, Anne-Marie Coustou abordera, tel est son domaine de spécialité, la question des bénéfices pour notre agriculture et pour la sécurité alimentaire du Frexit. Nous entendrons une nouvelle fois Laurent sur les autres changements majeurs que peut apporter cette sortie de l'Union européenne. Et en dernier lieu, ce sera la thématique traitée par Tom Benoît. Nous questionnerons assez rapidement le sujet de l'euro, puisqu'il fait l'objet d'une autre table ronde, mais nous développerons le point de l'euro par différence en faisant référence au Brexit, qui est évidemment un précédent. Je cède donc la parole à Pierre-Yves Rougeron. Mes amis, mes camarades, vous m'entendez bien? Merci. Je tiens à remercier mes camarades des Patriotes pour cette somptueuse organisation et qui nous permet de nous retrouver tous ensemble, que Florian et tous les siens soient remerciés. Je vais essayer de faire le plus vite possible et c'est un exercice un peu particulier de prospective, donc je vais essayer de prendre des scénarios car nous ne devons pas réagir de la même manière à différents phénomènes historiques. Pour ma part, si nous devons arriver au Frexit, et à titre personnel, je le souhaite de tous mes voeux depuis que j'ai atteint l'âge d'homme, donc bon, c'est un thème qui m'est très cher, mais je vais essayer avec le maximum de réalisme de dépeindre 4 situations et comment nous devrions, ou nous pourrions en tout cas, les traiter en sachant que le principe d'hétérotélie joue pour tout le monde. Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils sont en train de faire. Ça vaudra pour nous aussi. Soit un parti arrive à gagner la totalité à gagner les règles de l'élection présidentielle telles que la Ve République les a voulues, avec dans son programme en termes de noyau nucléaire le Frexit. Ça, c'est l'étape, c'est comment dire, le scénario le plus idyllique. Au moment où nous parlons, il se heurte à 3 phénomènes que j'aimerais quand même que vous ayez en tête. Premièrement, comme dans toute crise populiste, populiste étant à prendre au sens de la psychologie sociale, soit l'autodéfense d'un peuple qui veut vivre face à une élite devenue oligarchie pour le peuple qui l'a subi, ce peuple se défend contre son ancienne élite, ou plutôt ses dominants, parce que pour lui, ces dominants le mettent en danger. Je pense que nous en sommes là, et que depuis au moins le 29 mai 2005, les Français pensent qu'il y a quelque chose de pourri au Royaume de France. Si ce n'est pas 2005, c'est avant.
Comme dans toute crise populiste, le peuple, parce que c'est sur lui que le pouvoir s'exerce, essaye de temporiser. Donc, il va essayer la solution la plus médiane. D'où le fait que certains partis qui se sont déjugés sur des choses importantes, je nommerai pas ici parce que je ne suis pas une balance, mais vous en avez quelques-uns en tête, j'en suis sûr, pensent qu'ils seront la politique du moindre mal. Je pense qu'ils échoueront et qu'ils doivent échouer. Parce qu'on n'achète pas la paix avec ces gens-là. Parce que le verrou de « si on est gentil, ils nous donneront des miettes », ce verrou doit sauter. Coûte que coûte. 1. 2. Il y a une part de l'électorat âgé pour qui l'Union européenne est une sorte de, à la fois de promesse historique, ça maintient, ils pensent que ça maintient leur niveau de vie alors que c'est en train de les ruiner, mais bon, ils ne s'en rendent pas nécessairement compte et surtout, ils ne veulent pas de mouvements politiques violents. C'est la partie de la population que nous devons le plus rassurer, sur laquelle la pédagogie doit être le plus la plus longue et la plus, comment dire, la plus poussée. Dernier point, c'est aussi un scénario qui est plus difficile parce que ça va demander les hommes les plus décidés, les plus déterminés et les hommes qui sont prêts le plus à servir et à pas se servir. Et malheureusement, il y a un problème de casting. Ça, c'est ce premier point. Élection présidentielle. Ils ne sont pas arrivés à nous déconnecter. La logique de la Ve République s'applique. Élection des chambres. Il y aura néanmoins 3 points que vous devrez avoir. Nous devrons soumettre le Conseil constitutionnel. Nous devrons soumettre le Conseil d'État, européiste à en crever tous les deux. Et surtout, nous nous heurterons au Sénat, qui sera le bastion de l'européisme et de l'euromondialisme, un bastion très lourdement tenu. Regardez déjà la porte d'entrée, il faut passer à travers l'archer. Donc, croyez-moi, c'est déjà un travail en soi. Mais ça, nous pouvons, de là à provoquer une crise institutionnelle, nous pouvons l'emporter. Je laisse mon ami Laurent vous dire comment ça se passera tout de suite après. À titre personnel, c'est là où les négociations sont les plus ouvertes, tout en sachant qu'ils ne négocieront pas de bonne foi. Et je vais vous faire une petite confidence, nous non plus. Comme disait Winston Churchill, on ne négocie pas avec un tigre la tête prise entre ses mâchoires, quand bien même le tigre soit un chaton édenté, je ne lui fais pas confiance. Premier scénario. Deuxième scénario, un parti est élu sur un programme de redressement national et tentant de le faire, n'y arrivant pas parce que l'Union européenne l'en empêchera, provoque un référendum. Le problème, c'est que le temps de la campagne référendaire, les alliés extérieurs de l'Union européenne, ceux qu'on appelle les marchés, mais qui en fait sont les poissons pilotes de marché, et certaines puissances extérieures, par exemple, je crains énormément l'incursion d'une administration américaine démocrate. Dans le cas d'un républicain, c'est plus compliqué, ça dépend de quel républicain on parle. Mais dans le cas d'une administration américaine démocrate dominée par les germano-américains diplomates, dont par exemple M. Blinken aujourd'hui, ce sont des ennemis jurés de la liberté de pays européens et particulièrement de la France et de la Grande-Bretagne. Donc ils ne nous feront aucun cadeau. Et je vous laisse deviner, face à une élite française américano-servile à en crever, je vous laisse deviner le résultat. Ça veut dire de tenir tout le temps de la campagne et malheureusement de rattraper une part de pédagogie que personne ne fait. Les médias, mais je dirais même, au risque de vous choquer, même certains médias alternatifs ne font pas la pédagogie nécessaire. C'est un scénario pour moi plus risqué. Mais si un gouvernement d'union nationale échoue et convoque un référendum, au moins il aura eu le bénéfice de dire « voilà, je vous ai promis, j'ai échoué ». C'est un scénario à prendre en compte. À titre personnel, je n'y crois pas parce que ce serait un scénario de coalition et malheureusement, la coalition des courageux en France, ça ne fait pas 51%. Il y a des tas de partis que nous allons devoir prendre dans notre sillage dont le premier renoncement sera celui-là. Il faut en être totalement persuadé. Mais on ne sait jamais si
ce référendum a lieu, il est tout à fait possible qu'il tourne exactement comme le 29 mai 2005. C'est-à-dire que, avec les règles d'une campagne référendaire, c'est-à-dire 50-50, je vous le dis tout de suite, il faudra demander le décompte des temps des éditorialistes. Je vous le dis tout de suite, parce que je vous laisse deviner le pourcentage d'européistes. Là, on a une chance de l'emporter. La question, c'est de ne pas le faire trop tard, parce que si nous avons déjà échoué pendant 2 ans à gouverner, une part de notre base électorale sera échaudée. Je vous rappelle que nous n'avons, c'est ce qui nous différencie de tous les autres, en cas d'arrivée au pouvoir, un parti populiste, dans ce sens positif qu'a le terme, n'a pas le droit à l'erreur. Tous les populistes qui ont trahi leur peuple, allez demander à M. Tsipras s'il en sait quelque chose, il est au fond des poubelles à droite, tous les partis qui ont trahi, Madame Mélanie est en train de l'apprendre, Monsieur Salvini, donc que la moitié d'entre vous a déjà oublié, et certainement a raison parce qu'il le mérite, tous ceux qui ont trahi ont disparu. Nous n'aurons, si vous voulez, on peut trahir sur le long terme. Redresser la France, c'est un one-shot. Là aussi, ayons-le en tête. Il y a un autre scénario auquel on ne pense pas. C'est nous arrivons, nous appliquons nos idées, nous nous heurtons à ce qu'on appelle l'état de droit, qui est en réalité le maintien des prérogatives de la classe oligarchique ou de la classe xénocratique, donc autrement dit la trahison des juges puisque le gouvernement des juges, et nous les faisons rentrer dans le rang et l'Union européenne est obligée de nous éjecter. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est certains qui vous disent qu'il faut désobéir pensent à ce scénario-là, ça n'arrivera pas. Pour une raison qui est simple, tout ce cirque se fait à vos détriments financiers. Donc, sans la France, tout ce cirque s'arrête dans la minute. Parce que c'est nous qui payons les musiciens, mais qui subissons la musique. Donc ce scénario-là, nous ne nous étendrons pas dessus. Et il y en a un dernier que nous devons avoir en tête. L'Union européenne, dans ses propres contradictions, et je pense malheureusement à des contradictions géostratégiques. Je vais vous donner la première d'entre elles. L'Union européenne est responsable aujourd'hui, et que plus personne, au risque d'être baffé, ne dise devant vous que l'Europe c'est la paix. L'Europe a tué entre 300 000 et 500 000 jeunes Ukrainiens au moment où nous parlons. Elle va devenir de plus en plus autoritaire et de plus en plus aventurière dans des aventures extérieures qui tourneront mécaniquement au drame. Et il est possible que sous cette masse de contradictions, elle s'effondre d'elle-même à partir entre autres de la sortie non pas de la France, mais d'un autre État. Ça peut être l'Italie, ça peut être les Pays-Bas qui sont contributeurs nets et qui en ont un peu marre de se faire tondre. Ça peut être un pays que nous ne voyons pas encore. Si c'est le cas, particulièrement si c'est un pays de la zone euro, on doit embrayer le pas très vite parce que plus on sort tard, plus on paye. Enfin, moins on gagne plutôt. Donc, il faudra réagir vite. Et là, pour le coup, nous n'aurons pas le temps d'une option référendaire. Il faudra faire l'affrontement institutionnel avec les chambres en profitant de l'effondrement général. Dans tous les cas, quel que soit le scénario, je manque d'imagination et l'histoire en aura plus que moi, je pense que au moins de ces 4-là, on recouvre certainement les 9/10 des choses qui peuvent se passer, mais il y a toujours une incertitude, et c'est tant mieux. Je pense que nous allons pouvoir, à partir de ces scénarios-là, travailler, et quoi qu'il arrive, et ça je vous le dis, et je vous rassure là-dessus, il y aura un demain. Quand l'Union européenne aura disparu, le soleil se couchera et réapparaîtra, comme tous les jours. Merci Pierre-Yves pour la clarté de cet exposé et aussi pour avoir à peu près tenu les délais pour que nous puissions nous exprimer sur chacune des thématiques. Je passe à présent la parole à Laurent Herblay qui va aborder le sujet de la transition vers une souveraineté retrouvée de la France. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. C'est extrêmement réjouissant de voir autant de monde. Enfin, on en parlait avec Pierre-Yves. Les Patriotes sont peut-être le deuxième parti de France à Arras.
parce que voir autant de personnes ici, c'est vraiment extrêmement réjouissant pour nos idées et merci d'être venus nous écouter. Comment concrètement se passerait le Frexit à partir du moment où nous aurions décidé démocratiquement de sortir du machin européen? La première chose et les premières décisions qu'il y aurait à prendre relèvent du domaine monétaire. Parce qu'assez logiquement, un président qui décide de sortir de l'Union européenne, forcément, ça bousculerait un petit peu les marchés. Il y aurait des décisions à prendre, des mouvements de capitaux à réguler. Il y aurait également des interventions de la Banque centrale à prendre. Et ça serait clairement le premier volet. Et on peut imaginer, en fait, une sortie accélérée de la France de l'euro, parce qu'il serait difficile de rester, en fait, ne serait-ce que quelques semaines dans un entre-deux. Un pays qui veut sortir de l'Union européenne ne peut pas rester dans l'euro. Et donc une transition rapide devrait se faire. Mais là, je dois vous renvoyer à la table ronde sur l'euro. Tout existe. Les sorties d'union monétaire, ça a déjà été fait des dizaines de fois. Tous les économistes sérieux qui ont étudié ça disent que c'est parfaitement faisable, qu'on sait le faire. Je vais donc rentrer à la suite, parce que la deuxième décision majeure qu'il faudrait prendre, c'est comment on négocie avec l'Union européenne. Et je suis parfaitement d'accord avec Pierre-Yves. L'Union européenne ne négociera pas de bonne foi. La France étant la France, ça serait l'existence même de l'Union européenne qui serait menacée par notre départ. L'Union européenne peut continuer après le Brexit. Après le départ de la France, c'est une autre histoire. Il y a deux pays qui ont peut-être droit de vie et de mort sur l'Union européenne, c'est le nôtre et l'Allemagne. Si un des deux part, la probabilité que l'Union européenne s'effondre est probablement supérieure à 50%. Donc autant dire que les eurocrates feront tout, et toute l'oligarchie qui défend ce projet fera tout pour éviter la sortie. À partir de ce moment, il faut être très clair. Et là, je pense qu'on a quand même la chance d'avoir eu le Brexit dans le passé. La première décision à prendre, c'est dire à nos partenaires, supposons qu'on soit dans l'hypothèse d'un président élu en mai, ce nouveau président, il devrait avoir fait campagne en disant « Moi, le 31 décembre, la France sera totalement sortie de l'Union européenne. Il y a 7 mois de négociations et pas plus. 2, on réactive le compromis de Luxembourg le premier jour, à savoir pour toute décision qui était inclue dans mon programme et qui est contradictoire avec les traités de l'Union européenne, je peux d'ores et déjà passer outre les règles européennes et imposer ma volonté sur mon territoire. Et 3, la négociation, en fait, elle ne sera pas extrêmement compliquée. Il existe déjà un traité de sortie de l'Union européenne. C'est le traité de sortie négocié par la Grande-Bretagne. Donc il y aura 7 mois pour négocier en différence. Et tout ça aura évidemment été préparé en amont. Et sachant que le point le plus délicat pour la Grande-Bretagne, c'était le passage entre les deux Irlandes, ça c'est quelque chose que nous n'aurons pas. Donc ce n'est pas forcément si compliqué. Il y a déjà un traité. Il suffit déjà de travailler en avance en se disant quels sont les points qui ne nous conviennent pas. Et à partir de ces 3 grands principes, je pense que la négociation pourra être cadrée dans le sens des intérêts de la France. Troisième axe et troisième type de décision qui devront être prises immédiatement, c'est une grande relance économique. Parce qu'une sortie de la France de l'Union européenne, ça va créer forcément de l'incertitude. Ça va créer de l'incertitude, il y a des investissements qui ne vont pas être complètement faits. Donc il faudra une forme de choc économique pour vraiment relancer la croissance du pays. Et le premier choc, en fait, ça sera, je pense, le fait de rapatrier les immenses sommes qui sont détournées de France
grâce aux traités européens. Et là, c'est en fait toute la désertion fiscale menée par les multinationales qui aujourd'hui, quand Apple, Google, Meta, Microsoft vendent à des clients français, c'est facturé depuis l'Irlande. Donc ce n'est pas seulement les profits qui sont dispersés dans les différents parasites fiscaux de l'Union européenne, qui a 3 des 5 premiers parasites fiscaux du monde, selon Gabriel Zucman, c'est mettre le holà sur ne serait-ce que les transferts de capitaux vers certains pays. Une des premières décisions à prendre, c'est dire, voilà, il n'y a plus de capitaux qui passent de France à l'Irlande. C'est soumis à une autorisation administrative. Pareil avec les parasites fiscaux qui volent finalement les ressources et l'argent qui devrait être en France, qui devrait être taxé, qui nous permettrait de financer notamment nos services publics. En plus de cela, des mesures de patriotisme économique qui sont évidemment totalement contradictoires avec l'Union européenne, s'assurer que les marchés publics peuvent favoriser les produits français. Les Jeux olympiques ont pour cela été un vrai scandale avec les mascottes venues de Chine, les t-shirts venus pareil du Bangladesh ou d'on ne sait où, alors qu'ils auraient dû tous être fabriqués en France. Deuxième point, l'agriculture, mais là, ma collègue pourra développer, je pense, ce point qui est essentiel avec la crise que traverse le monde agricole. Et plus globalement, un protectionnisme ciblé. Il ne s'agit pas de fermer la France au monde, mais simplement se dire, il y a des pays, il y a des industries où il faut agir. Des pays sur lesquels on a un fort déficit et des industries où on sait qu'on peut se substituer à des importations. Et là, avec du protectionnisme ciblé, il y a moyen de relancer la machine économique France en mettant en place des protections qui, naturellement, seront complètement contradictoires avec l'Union européenne. Et enfin, une relance économique grâce au retour de la Banque de France dans la sphère politique, donc avec l'appui d'une banque centrale qui nous permettra de relancer l'économie malgré la pression des marchés, puisque les marchés, en fait, seront contraints par l'intervention de la Banque de France. Quatrième point, mais là, ça sera plus démarrer cette reconstruction, reconstruire l'ensemble des services publics, l'énergie, la SNCF, les autoroutes, ça n'a rien à faire dans le privé, tout ça. Et il faut reconstruire des services publics abordables et qui servent l'intérêt général et qui ne deviennent pas des rentes juteuses pour des intérêts privés. Et enfin, évidemment, l'immigration et la sécurité, sortie immédiate de toute la jurisprudence de l'Union européenne, sortie immédiate de la jurisprudence donc de la CJUE et de la CEDH, de manière à pouvoir reprendre en main tous ces domaines. Et en investissant, on voit aussi, en mettant des personnes sur le terrain, on pourra améliorer la situation pour les Français. Merci beaucoup, Laurent, pour cette intervention non moins éclairante que la précédente, et aussi pour l'effort de concision. Je m'avisais, mais c'est plutôt intéressant d'adapter, que compte tenu du contenu de ton propos, que je ne connaissais pas par avance, il me semble assez opportun que Anne-Marie Coustou, notre spécialiste agriculture, prenne la parole dans le sillage de ton propos. Donc je passe la parole à Anne-Marie. Bon, merci Alain. Bonjour à tous et merci à vous d'être aussi nombreux et aussi enthousiastes. Parce que quand on vous voit là, on se dit que bon, forcément on va gagner, quoi. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, les premières mesures qu'il faudra prendre de toute urgence, si on veut conserver notre souveraineté alimentaire qui à l'heure actuelle décline de manière très grave, eh bien ça sera le sauvetage de nos paysans qui sont en très grande détresse, qui disparaissent à raison de 30 exploitations chaque jour et physiquement aussi, ce qui est encore plus dramatique, à raison de 2 suicides par jour. Donc il va falloir mettre un point d'arrêt à tout ça.
de plusieurs manières. Il va falloir leur redonner de la trésorerie et faire remonter leurs revenus. De plusieurs manières. D'abord, faire le Frexit, ça suppose qu'on sorte des traités de libre-échange. Et donc, automatiquement eh bien, ça va supprimer cette concurrence déloyale. Pas simplement les traités de libre-échange. Il faudra aussi supprimer la concurrence déloyale en changeant de politique. Le mondialisme sera remplacé par une politique de patriotisme économique, c'est-à-dire que forcément nous récupérons nos frontières, nous avons la liberté de mettre des taxes douanières pour protéger nos produits nationaux et donc de faire une politique protectionniste. Ce qui ne veut pas dire encore une fois s'isoler, bien évidemment, ce qui veut dire faire comme font tous les pays libres dans le monde, c'est-à-dire négocier des accords bilatéraux, quoi, hein. Voilà ce que la plupart des pays dans le monde font, hein, d'ailleurs. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il va falloir leur redonner de la trésorerie également en sortant du marché européen de l'énergie, de l'électricité, parce qu'il faut savoir que leurs factures ont explosé littéralement, certaines sont multipliées par 10, et c'est ce qui est en train de mettre à terre la plupart de nos paysans. Donc là, le fait de sortir du marché européen de l'électricité automatiquement va faire baisser leurs factures jusqu'à un niveau raisonnable de prix, ce qui était le cas avant. Ensuite, il va falloir renégocier les problèmes avec la MSA, la mutuelle sociale agricole, qui exige des cotisations très très fortes, très élevées, et qui par contre leur sert des retraites de misère. Donc ça, il va falloir s'y attaquer. Donc préserver le sauvetage de nos paysans, mais il faudra également, si nous voulons récupérer notre souveraineté alimentaire, il faudra également sauver nos terres, qui sont en très très grand danger. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont au courant, mais la SAFER, qui normalement a pour mission de veiller à la protection du foncier agricole, en fait a complètement changé, est en train de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire que sous couvert de désendetter les paysans, elle est en train d'organiser leur expropriation, c'est-à-dire que les terres leur sont reprises et vendues à des entreprises privées. Alors évidemment, on ne sait pas trop, mais on se doute, quand on voit l'exemple de l'Ukraine, hein, que c'est des fonds de pension qui lorgnent sur nos terres. Il y en a déjà qui ont été vendus à la Chine, notamment dans le Gâtinais. Et donc, nos paysans deviennent du coup fermiers sur leurs propres terres, c'est-à-dire locataires. Ça, c'est une nouveauté, hein, mais c'est quelque chose qui va, si nous n'y prenons garde, nous mettre au même niveau que l'Ukraine. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont nous prendre les meilleures terres, les plus fertiles. Donc voilà, ça sera les mesures prioritaires. Alors ensuite, je vais vous parler des bienfaits que va nous apporter notre sortie de l'Union européenne dans le domaine agricole. Vous ne m'entendez pas? Si, je t'interromps 2 instants, Anne-Marie, excuse-moi, oui. Simplement pour annoncer Tom Benoît qui nous rejoint dès à présent. Merci de l'applaudir. Voilà, pardon. Alors, le premier bienfait, bien sûr, je le disais tout à l'heure, ça sera de sortir des traités de libre-échange là, qui maintenant sont signés à tour de bras par la Commission européenne, qui est très pressée de nous inscrire dans ce mondialisme qui détruit notre agriculture. Donc, quand même, je tiens à répéter que la souveraineté alimentaire, c'est ce qui fait la liberté d'une nation, puisque quand on l'a perdue, on ne la retrouve plus. C'est-à-dire qu'on devient la cible de toutes les pressions, de tous les chantages, y compris le chantage à la famine d'ailleurs. Et du coup, les Américains qui ont théorisé ça depuis longtemps, qui appellent ça la food weapon, c'est-à-dire l'arme alimentaire, eh bien, il faut absolument y échapper, quoi. Hein. Voilà. Donc, avec la sortie des traités de libre-échange, eh bien, on a encore une fois, on va redonner une bouffée d'air frais à nos agriculteurs, ce qui va permettre de lancer un vaste programme de relance de l'agriculture. On va les aider. Inutile de dire que l'argument qui consiste à dire que les primes de la PAC, ça serait un gros problème parce qu'ils vont les perdre, c'est un argument qui est complètement irrecevable, vu que ces primes seront
seraient, je préfère dire seront, relocalisées en France, et que, mieux que ça, elles seront redistribuées de manière beaucoup plus équitable, dans la mesure où aujourd'hui, eh bien, vous savez que ce sont les très gros exploitants qui captent la plus grosse partie de ces primes. Donc, en fait, un gouvernement... Un gouvernement patriote, il aurait à cœur, bien évidemment, de les redistribuer pour favoriser les petites exploitations familiales et toutes celles qui sont en grande difficulté, puisque c'est ça que nous voulons, hein, des exploitations de terrain, hein, des exploitations familiales qui pratiquent une agriculture vertueuse et pas du tout cette agriculture industrielle et surtout cet élevage industriel aussi, dans lequel les animaux sont martyrisés. C'est une véritable honte. Alors je rappelle que les patriotes ont inscrit à leur charte et à leur programme l'interdiction des élevages industriels. Voilà, donc en plus, il nous faudra desserrer les taux des firmes transnationales qui, par le biais de leur lobbying intense à Bruxelles, sont en train de nous dicter leurs lois et qui se sont totalement immiscées dans notre agriculture d'une manière scandaleuse, jusqu'à nous imposer la manipulation génétique et par le biais du brevetage des graines, des plantes, des animaux. En fait, c'est la privatisation du vivant. Donc bientôt, nous ne serons même plus maîtres de nos animaux et de nos plantes. Il faudra les acheter. Il faudra les acheter à ceux qui les auront brevetés. Donc ça, c'est un piège énorme. Et en plus, c'est très dangereux pour la santé. Je ne vous fais pas un dessin. Hein. Voilà. Donc en fait, il y a derrière tout ça, derrière aussi... ces firmes-là, Bayer, Monsanto, qui sont les mêmes d'ailleurs hein, pour le brevetage du vivant, elles sont aussi derrière tous les produits phytosanitaires dangereux. Donc il y a un véritable enjeu de santé. Hein, il va falloir faire reculer les cancers, les maladies auto-immunes et tout ce qui en est la conséquence, avec l'immense avantage aussi pour nos caisses d'assurance maladie de rééquilibrer leurs comptes. Voilà. Ensuite, voilà. Vous savez qu'à l'heure actuelle, l'Union européenne nous a imposé 30 à 40% d'énergie renouvelable, sans quoi nous avons des amendes chaque année. Donc là, pour le moment, on n'a pas fait le contrat, donc on a des amendes. Alors, ça se traduit par des installations énergétiques comme ces champs d'éoliennes et ces champs de panneaux photovoltaïques qui génèrent des ondes électromagnétiques. Alors, il faut savoir que les élevages en sont victimes, qu'il y a énormément d'élevages qui sont impactés. On a eu une étude, là, pour l'instant, il y a 30 000 fermes qui se disent impactées et l'étude n'est pas complète. Donc, quand je dis impacté, ça veut dire que les animaux dépérissent, qu'ils tombent malades, la production laitière s'effondre et finalement les animaux meurent. Alors évidemment, si ça impacte les animaux, inutile de vous dire que les humains, c'est à peu près pareil. Donc voilà, il va falloir également se débarrasser de toutes ces éoliennes et mettre un point d'arrêt à toutes ces installations d'éoliennes. Et encore mieux si on peut les désinstaller. Elles sont très très difficiles à désinstaller hein, parce que d'une part elles ne sont pas recyclables et en plus elles ont un socle. C'est des tonnes et des tonnes de béton et de ferraille. Et en plus tous ces panneaux photovoltaïques, là je vois dans mon département dans le Lot, tous les cosses du Quercy et notamment dans le magnifique parc des cosses du Quercy, le parc naturel régional, eh bien tout va être recouvert de panneaux photovoltaïques du fait de projets de ce type. Voilà. Donc ça, il va falloir aussi desserrer les l'étreinte. Et puis, au final de tout ça, c'est une bataille, la bataille de l'agriculture, il faut qu'on la gagne. Donc il y a un enjeu de santé publique, il y a un enjeu de souveraineté alimentaire, il y a un enjeu tout simplement de souveraineté pour notre pays. Alors, je termine en vous faisant deux annonces.
Il y a un nouveau syndicat qui vient de se créer, qui s'appelle Verte France SNRA. SNRA pour Syndicat national de la ruralité et de l'agriculture. Ils ont un stand là, vous avez dû les voir, certains d'entre vous. Ils sont tout à fait d'accord, ils sont anti-système, ils sont pour le Frexit. Ils sont totalement opposés à ces fermes-usines XXL que l'Union européenne veut leur imposer. Ils sont pour revenir à une agriculture vertueuse, respectueuse des animaux, des humains et de l'environnement. Donc, ils vous attendent pour aller leur rendre visite, pour discuter avec vous de leur projet. Et nous leur souhaitons longue vie et beaucoup de succès. Et enfin, toute dernière annonce, au stand des Patriotes, vous trouverez des badges comme celui-ci. Je soutiens nos paysans. Alors j'aimerais que nous soyons très très nombreux à les porter pour montrer que les Français aiment leur paysannerie, qui soutiennent leurs paysans et qui seront prêts à être à leur côté quand ils repartiront au combat, ce qui ne saurait tarder. Merci infiniment, Anne-Marie. Effectivement, on ne peut au moins qu'être solidaire avec nos compatriotes paysans, et sans doute plus quand on en côtoie, parce que c'est une profession, et même qui est d'abord une vocation, qui est sans doute touchée en tout premier lieu par les ravages de l'Union européenne. Voilà. Et la situation de nos paysans doit effectivement constituer, à mon sens, une cause nationale. Porter ce badge de soutien est, à mon avis, un bon début. Juste un petit mot. Nous remplacerons la PAC, la politique agricole commune, par la PAN, la politique agricole nationale. Bien, pour aborder à présent le quatrième axe thématique de cette table ronde, qui m'échoit donc, qui est la question de savoir si sortir de l'Union européenne, cela reviendrait pour la France à s'isoler du monde, ou au contraire permettrait une formidable ouverture sur le monde. J'imagine que vous devinez et partagez la réponse. Et question étroitement liée à cette première, si cette sortie risquerait de menacer la paix en accroissant le risque de conflits régionaux ou plus globaux, ou si, au contraire, on peut attendre que ce soit une condition de paix, je pense qu'il est opportun de revenir brièvement sur les arguments. Les plus anciens d'entre nous se rappelleront par exemple la campagne lors du référendum sur Maastricht en septembre 92, les arguments que nous vendent jusqu'à plus soif les eurogagas et autres eurofanatiques qui martèlent depuis très longtemps qu'un attachement à la nation consiste au fond en un repli nationaliste, et que, c'est connu, le nationalisme étant la guerre, l'Europe, elle, ce serait forcément la paix. Bon, qu'en est-il réellement? L'ensemble de ces arguments, si l'on peut parler d'arguments d'ailleurs, sont totalement spécieux. Il suffit pour s'en convaincre d'ailleurs de considérer, et nous l'avons malheureusement pour les populations encore sous les yeux, le conflit russo-ukrainien qui a été évoqué tout à l'heure, et le rôle que joue l'Union européenne dans cette guerre qui se déroule à nos portes. Elle y participe, elle l'alimente, elle l'attise en distillant en faveur du régime profondément corrompu, de surcroît, de Zelensky, des milliards, des armes de plus en plus offensives, avec donc les atrocités touchant largement les populations civiles qui en découlent. Et elle entraîne dans cette logique mortifère l'Union européenne, ses États membres, quand bien même ont-ils pris la mesure ou un début de mesure. On peut soupçonner que c'est le cas notamment de la Hongrie, de Viktor Orban, qu'il était nécessaire de rechercher par la voie diplomatique une issue pacifique. Si l'Union européenne nous rend partie prenante de cette guerre et pourrait à l'avenir nous entraîner dans des conflits encore plus redoutables,
c'est évidemment en raison de ce qu'elle est, de sa nature profonde. Elle n'est pas, autre justification spécieuse, ce qui a permis une paix durable sur le continent européen. Prétendre cela, c'est à la fois factuellement faux et ça relève d'une sidérante inversion logique. Ce n'est certes pas parce que l'Union européenne, ce n'est pas, l'Union européenne qui a réalisé la paix, mais la paix qui a permis à l'Union européenne de se construire. D'ailleurs, factuellement donc, la paix régnait depuis près de 20 ans déjà entre ses futurs États membres lorsque la construction en a débuté. Qu'est donc alors ce semblant de paix qui a pu régner et produire l'illusion selon laquelle l'Europe, ce serait la paix? Il est tout à fait clair qu'après les 2 guerres mondiales, dont les causes ne sont pas à rechercher du côté des nations, mais bien du côté des empires, comme l'a notamment démontré Jean-Pierre Chevènement à propos de la Première Guerre mondiale dans son livre commémoratif paru en 2013, il est donc tout à fait clair que la paix a été réalisée en Europe occidentale par la domination des États-Unis d'Amérique, un autre empire particulièrement toutefois belliqueux. Les États-Unis ont d'abord cherché à faire de l'Europe, comme ils le firent par ailleurs du Japon, un nouveau poumon économique, objectif qui allait impulser un projet d'unification des États, ce qui allait s'appeler plus tard l'Union européenne, qui sera placé à partir de 1949 sous la domination militaire et stratégique de l'OTAN, le bras armé des États-Unis, tout cela est en parfaite cohérence. Voilà donc pourquoi l'Union européenne ne peut que nous entraîner dans une logique belliciste, dans la logique belliciste des guerres impérialistes US, telle celle qui sévit encore à ce jour, entre l'Ukraine et la Russie, quand au contraire des nations libres et souveraines, libérées de l'Union européenne et de l'OTAN, pourraient-elles être conduites à rechercher la paix. L'Union européenne, ce n'est donc pas la paix, mais bien au contraire la guerre. Comme elle l'est, pour une nation comme la France, synonyme d'un monde qui se rétrécit et dans lequel, au fond, elle s'isole, alors qu'une France libre pourrait, au contraire, elle, pleinement s'ouvrir au monde. On cite souvent comme exemple emblématique de l'ouverture sur le monde que permettrait prétendument l'Union européenne, l'exemple d'Erasmus. Je ferai remarquer que si Erasmus est une très bonne chose pour les étudiants qui en bénéficient, certes, c'est un projet qui en fait ne rassemble que pas plus de 33 États, dont les 27 de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent 6 États qui sont proches géographiquement. Erasmus est tout à fait remplaçable. D'ailleurs, le fait qu'il y ait des États qui ne soient pas membres de l'Union européenne qui soient associés au programme signifie qu'une sortie de l'Union européenne ne signifierait pas que nous quitterions nécessairement le projet Erasmus, du reste, et un projet alternatif est tout à fait envisageable. L'ambition que nous avons pour la France, cette certaine idée que nous nous en faisons, est celle d'une France monde, ce qui correspond à sa réalité et à ses atouts propres, et non l'idée d'une France qui s'enferme dans un vis-à-vis qui est largement stérile et, au fond, parfaitement délétère avec Bruxelles ou Berlin. L'Union européenne, en réalité, nous isole du reste du monde. Elle nous condamne à exister dans un monde étriqué qui n'est certainement pas à la mesure de la France, en ceci qu'elle nous prive de la possibilité de faire valoir nos immenses atouts. Je rappellerai seulement, pour clore ce propos, que notre pays, la France, s'étend sur tous les océans et sur tous les continents, qu'elle détient le deuxième espace maritime au monde, que sa frontière la plus étendue est celle qui jouxte le Brésil par la Guyane, ici, et que sa zone économique exclusive représente pas moins de 11 millions de kilomètres carrés. Comment, alors que nous possédons de tels atouts, ne pas s'aviser alors du rôle planétaire que la France a à jouer pour autant qu'elle se soit affranchie de l'Union européenne. Je rappellerai en outre, pour terminer, puisque je vois le temps défiler, je serai plus rapide sur cet autre point majeur, que la France possède un atout extraordinaire qui est celui de la francophonie.
dont il importe que nous jouions véritablement, dans un avenir aussi proche que possible, cette carte majeure qui donc serait une ouverture magnifique sur le monde et nous rapprocherait par ailleurs de peuples qui ont une communauté en quelque sorte de culture avec notre propre culture nationale. Je vous remercie. Et j'ai le plaisir donc de passer à présent, de céder la parole à Tom Benoît qui nous a rejoint tout à l'heure. Tom Benoît, je le rappelle, est entrepreneur, essayiste et rédacteur en chef de Géostratégie Magazine. C'est exact. Bon, voilà, évidemment que la France perd énormément, comme le disait monsieur, de puissance à l'étranger, mais ça, nous le savons déjà. Et par rapport à ce que vous notiez sur la francophonie, moi, il y a autre chose qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les Africains francophones qui s'expriment dans un langage beaucoup plus châtié que le nôtre. Et ça, c'est très inquiétant. Lorsque j'observe des chefs d'État sénégalais ou d'anciennes colonies, pas forcément françaises mais francophones, la République démocratique du Congo par exemple, qui constituent convenablement leurs phrases et que je vois que les députés, mais pas seulement les plus caricaturaux comme de l'OGU, de LFI, ou là on est dans le l'ubuesque, mais y compris pas l'actuel Premier ministre qui était un petit peu plus mûr, mais l'ancien qui était un petit peu trop jeune ou pas suffisamment passionné par le pays en tout cas, s'exprimait en faisant beaucoup trop régulièrement de fautes d'accords, de syntaxe et faisant preuve d'une carence assez dramatique de vocabulaire. Je vois que nous sommes un pays qui est en train culturellement de s'étioler, évidemment, de mourir. Et c'est un petit peu ce que je disais précédemment, juste à côté. Nous avons un Mario Draghi aujourd'hui, qui a été l'architecte, l'un des architectes fondateurs de notre Europe actuelle, qui nous menace d'une lente agonie, et qui menace l'Europe d'une lente agonie si nous ne créons pas plus d'Europe. Ça veut dire que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une politique qui est menée par des européistes, appelons-les comme tels, en tout cas des personnes qui vous ont dit l'Europe vous protège, l'Europe est tout, sans l'Europe vous n'êtes rien, vous serez isolés, comme le disait monsieur précédemment, sur la scène mondiale, et qui aujourd'hui sont tout de même contraints de vous faire un aveu, c'est que l'Europe n'a pas marché. Et pourtant, j'ai envie de dire, on les a laissés tranquilles, on les a laissés faire exactement ce qu'ils voulaient avec cette Europe. C'est-à-dire que lorsque l'Europe a failli mourir en 2010, ils nous ont dit, là aussi, il faut encore plus d'Europe, sinon l'Europe va disparaître et l'euro va disparaître, et tout le monde vous a dit, bon, on est obligé, on n'a pas le choix, parce que Nicolas Sarkozy précisait à ce moment-là, la Grèce a failli être rayée de la carte. Mais vous croyez qu'on peut rayer un pays comme ça, vous, d'une carte? Non. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que les Grecs n'étaient absolument pas faits pour l'euro, plus que pour l'Europe, mais ils n'étaient pas plus faits pour l'Europe non plus, mais en tout cas l'euro était une monnaie qui leur convenait pas du tout, parce que c'est un petit pays touristique, avec des petites exportations un peu agricoles, en tout cas artisanales, mais que ça n'était pas une machine de guerre faite par conséquent, ou qui aurait été faite pour une monnaie trop chère, au lieu d'être trop forte, comme l'euro. Donc nous avons mis les Grecs dans l'embarras. Nous les en avons pas encore sortis, mais nous les avons contraints à leur faire signer des contrats qui les engagent, notamment auprès du FMI, s'en sortent mieux que nous d'ailleurs maintenant. Mais je veux dire, pendant des années, c'est tout ce que nous avons fait avec la Grèce. Nous ne les avons pas sauvés, nous ne les avons jamais sauvés. Et Mario Draghi, lorsqu'il était président de la Banque Centrale Européenne, n'a pas sauvé la France ou l'Italie en imprimant de l'argent à tout va pour décider, pour que les États décident d'une dépense publique que nous ne décidons pas, peuple de ces États précédemment nations, mais qui ne sont pas des nations. Et c'est ce même Mario Draghi aujourd'hui qui vous explique que si vous n'acceptez pas, et très vite, surtout très vite, que l'on prenne tout, votre liberté, votre argent, pour se surendetter à échelle européenne, l'Europe va mourir. Mais qu'elle meure immédiatement, qu'on en sorte. Parce que nous sommes à l'article de la mort. Mais si l'Europe meurt, nous pouvons ressusciter parce que la nation est là. Et vous voyez bien que depuis 10 ans, nous perdons tout année par année, sans parler de la collaboration de beaucoup de politiques corrompus également, par le Qatar par exemple.
Pourquoi est-ce que vous croyez que les dirigeants qataris bénéficient d'une fiscalité extraordinairement accommodante? Tout simplement parce qu'ils donnent un petit peu d'argent, parfois en cash, parfois sur des comptes offshore, à des politiques français ou italiens, mais beaucoup en France. Il y a des relations privilégiées avec le Qatar pour cette raison-là. Et aussi parce que le Qatar achète beaucoup de nos titres obligataires. Et qu'étant donné qu'on a fait le choix d'être un pays surendetté, et qu'il faut bien que l'argent vienne de quelque part, si on ne collabore pas avec le Qatar, pays dans lequel il y a même des ressortissants français qui sont condamnés au Qatar, on n'a strictement rien à faire. Je veux vous dire que ce qui se produit en Russie, qui est un petit peu, à nos yeux, pas trop démocratique, représente le diable. Au Qatar, vous pouvez condamner un Français à mort pour espionnage industriel. Il y a un exemple très connu en ce moment, ça a fait la une de tous les grands médias, Tayyip Ben Beraban, qui était le majordome, l'associé, le collaborateur, appelez-le comme vous voulez, du président, du propriétaire du PSG. Il est condamné à mort au Qatar actuellement. Et il est en cavale et il a peur d'être ramené au Qatar pour être éliminé, ce Français. Mais les politiques français n'en ont certainement rien à faire, mesdames, messieurs. Absolument rien. Mais par contre, qu'il y ait un petit bureau de vote un peu moins contrôlé à Saint-Pétersbourg que notre, la démocratie mondiale est en grand danger et la France ne veut surtout plus collaborer avec ces pays-là. Ça, c'est l'Union européenne. Et c'est cette Union européenne qui est en train de nous dire « Faites-nous confiance, on va vous surendetter et on va gérer tout ça. Et on va décider des investissements pour la stratégie de défense également. Parce que tous les États-nations que vous êtes, il n'y a absolument aucun intérêt que vos ministères de la Défense puissent gérer vos investissements pour votre propre protection. Nous allons nommer un commissaire européen. Alors des commissaires, il y en avait en Allemagne auparavant. Commissaire au ministre, c'est exactement la même chose. En Allemagne, lorsqu'il y a eu une grande crise monétaire dans les années 20, au cours des années 20, on a nommé un commissaire à la monnaie. On parlait plus de commissaires en Allemagne qu'ici. Et étant donné que l'Europe est très allemande, à consonance, on parle de commissaires, mais ce sont des ministres, tout simplement. Thierry Breton, c'est le grand chancelier de l'échiquier européen. C'est le ministre des Finances, c'est le ministre du Commerce intérieur européen. Il y aura un autre ministre des Finances, le ministre de l'Économie, mais un autre ministre des Finances qui s'occupera de la dette européenne, à cette échelle-là. C'est ce qui est prévu. Alors quand je lis le rapport Draghi, en voyant Mario Draghi, dont on vient de dresser un peu le portrait, que Barack Obama appelait Super Mario, dire « Je recommande », oui, il disait « Lorsqu'il y a un problème économique en Europe, j'appelle Super Mario ». Et là, ils étaient d'accord, ils trouvaient un terrain d'entente généralement. Et ceux avec lesquels on ne trouve pas un terrain d'entente, pour une raison ou pour une autre, Berlusconi par exemple, bon, on leur trouve d'avoir un goût trop prononcé pour la jeune féminine par exemple, ou d'aimer la chair un petit peu trop jeune. Faut pas qu'elle soit trop jeune. Mais là, ça n'était pas le cas en l'occurrence. Et ça n'est pas arrivé par hasard. Ce que je veux dire, c'est que tous les nationalistes, tous, un par un, sans exception, ont été mis dehors, ont été mis à la porte, tous ceux qui étaient en poste. Et tous ceux aujourd'hui qui faisons partie du peuple et qui disons « Nous n'acceptons pas que vous démanteliez nos nations », même au-delà des intérêts personnels, purement personnels, parce qu'il y a des portes de sortie finalement. Pas pour tout le monde, mais il y a des portes de sortie. Mais on pourrait très bien se dire « On se sent mieux à l'étranger ». Très sincèrement, on pourrait se dire « On partira ». On voit bien que la France est en train de prendre le chemin exactement opposé à la Hongrie, par exemple. Vous aviez un pays qui n'avait pas d'identité précédemment, un qui en a aujourd'hui, qui fonctionne, et un autre qui avait une identité, qui n'y a plus d'identité aujourd'hui, la France. Mais par instinct patriote, justement, au sens de la patrie, parce que nos parents étaient là, nos grands-parents étaient là, que nous avons vécu, et que nous avons une langue commune également, une culture commune, nous ne voulons pas que ça s'effondre, que cela vienne à s'effondrer. Eh bien, nous, ces Français-là, nous sommes blacklistés au même titre que les politiques qui étaient en place et qui défendaient les États-nations précédemment ont été sortis du jeu. C'est ça qui s'est produit. Et lorsque j'entends Mario Draghi dire à Ursula von der Leyen « Il faut qu'un ministre de la Défense européen soit nommé pour gérer les investissements de défense européens », je peux vous dire qu'elle sera d'accord, Ursula von der Leyen. Il n'y aura absolument aucune réticence à l'endroit de Mario Draghi et tout ceci passera. Donc la seule priorité, moi ce qui m'intéresse, je vous laisse la parole ensuite, ce qui m'intéresse personnellement, je dis ça en toute liberté, je ne fais partie d'aucun groupe, et ça me concerne, c'est que le maximum de Français
comme vous, qui vous déplacez, si vous faites l'initiative de vous déplacer à un événement comme celui-ci, c'est que vous avez envie de comprendre malgré tout comment faire pour faire évoluer la situation, de comprendre ce qui se passe, et que j'imagine que vous naviguez un peu sur les réseaux sociaux, que vous lisez un petit peu, et que vous ne croyez pas forcément à toutes les fables auxquelles on tente de vous convaincre d'adhérer. C'est qu'un maximum de Français de cette catégorie-là soient suffisamment au courant de tout pour adhérer le moins possible aux fables et aux vols qui sont en train d'être répandus, et que vous sachiez que l'union des marchés de capitaux vise à ponctionner votre épargne, que vous sachiez que tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui, de part en part, d'une façon ou d'une autre à échelle européenne, vise à vous museler, à vous socialiser et au mieux à vous faire rêver d'obtenir des aides sociales ou d'avoir une fausse gauche, une gauche qui n'est pas sociale au pouvoir ou une extrême droite qui n'est pas nationaliste au pouvoir. La priorité aujourd'hui, c'est ça, c'est que chacun puisse à son niveau s'extraire de l'Union européenne, parce que très sincèrement, je vous fais ma confidence, je ne pense pas, parce que c'est le pot de terre contre le pot de fer, que l'issue et de la sortie de l'Union européenne interviennent rapidement, malheureusement, mais c'est mon avis. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour malgré ce mot un peu déceptif, quoi, de fin. J'ai toujours été pessimiste, je ne force jamais à être optimiste, moi. Bon, en tout cas, nous sommes là tous ensemble, et je pense que vous prenez la mesure que nous réalisons aujourd'hui autour de Florian Philippot, le président des Patriotes, ce qui est sans doute le plus grand rassemblement souverainiste qui a jamais eu lieu en France. Et je crois que nous pouvons donc non seulement applaudir nos intervenants, mais nous applaudir collectivement pour cette réussite d'aujourd'hui qui marque sans doute le début de quelque chose, la marche, on l'espère, qui sera brève vers le Frexit. Nous avons par ailleurs admirablement tenu les délais, je vais avoir des félicitations. Je vous demanderai simplement, si vous ne l'avez pas fait dans l'esprit de cette journée, de bien penser à apposer votre signature sur les appels au rassemblement, car donc quelque chose débute sans aucun doute aujourd'hui, qu'il nous faut poursuivre. Ceux qui sont un peu rétifs, qui sont un peu lointains, les esprits un peu chagrins, vous voyez éventuellement de qui je puis parler, sont amenés, je l'espère, eux aussi à nous rejoindre, à élargir le champ de cette alliance qu'il est nécessaire de constituer, dont je sais que vous l'attendez tous, vous l'espérez tous. Donc, remplissons bien de toutes nos signatures ces appels au rassemblement des souverainistes. Je vous remercie une nouvelle fois.